Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une vision exhaustive. Je vais prendre quelques exemples et représentant les challenges qui s'offrent, qui se présentent à nous, peut-être avec un focus plus particulier sur le nouveau monde. Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par résistance? Eh bien, il y a quand même les stress biotiques dont on a déjà parlé, dont on va parler aujourd'hui, le powdery mildew, l'oïdium, le mildiou, la maladie de Pierce, j'en parlerai un peu, le phylloxéra, les nématodes et les stress abiotiques, la résistance au froid, la sécheresse, au calcaire. Voilà ce qu'on peut intégrer dans ce concept de résistance. Et alors, pour quelle finalité? Pour servir l'industrie, pour servir le vin, pour la production de raisins de table, de jus de raisin, ou pour également les porte-greffes. Alors Nathalie, je ne parlerai pas trop des porte-greffes parce que j'ai que 20 minutes. Donc je vous propose une vision un peu à 360 degrés, et encore une fois, ce ne sera pas une vision exhaustive, ce dont je m'excuse tout de suite. Et puis au final, je vous dirai quelles sont les impasses, les go versus no-go, et qu'est-ce qu'on peut attendre du futur sans essayer de répondre à la question que tu as posée hier, Marc, comment on voit la vigne dans 20 ans, ça c'est difficile. Bon, et pour commencer rapidement, quand même, pour remettre un peu tout ça en perspective, un peu d'histoire, je ne vais pas dire que tout a commencé, mais vraiment les programmes d'hybridation ont pris de l'ampleur au début du 19e, avec d'abord la création d'hybrides américains, exemple de Norton, je crois bien créé en Virginie au début du 19e, et puis après l'arrivée sur le continent européen de l'oïdium, du mildiou et du phylloxéra, le développement de programmes visant dans un espace-temps d'une vingtaine d'années, ce qui était une gageure, visant à créer des porte-greffes, les hybrides, les HPD, hybrides producteurs directs, tous ces programmes menés principalement par des hybrideurs privés. Et puis au début du XXe siècle, un programme qui a continué, avec la prise en charge par des organismes plutôt publics, principalement visant à développer des variétés, pour des raisons liées à la production, à la qualité, avec des travaux qui ont mené à la création principalement de variétés intraspécifiques, j'en ai cité deux, d'obtention plus ou moins récente, en Allemagne le Dornfelder et en France le Marcellan, et avec également des programmes qui ont conduit, peut-être plus modestement qu'à la fin du 19e et au début du 20e, à la création de porte-greffes. Et quand même, pour remettre les choses en perspective, vous voyez comment a évolué le vignoble français en 50 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de près de 400 000 hectares d'hybrides. Nous sommes passés à peu près aujourd'hui à plus ou moins 6 000 hectares. Vous voyez combien les vinifera classiques ont pris l'ascendant sur les hybrides producteurs directs. Bien, alors quelques exemples en matière de production, ce que j'appelle l'héritage de cette première génération d'hybrides pour des usages bien spécifiques, et notamment avec des travaux menés principalement par l'Université du Minnesota qui ont conduit jusqu'à récemment encore à l'obtention de variétés résistantes au froid, jusqu'à des températures très basses. Je cite ici le Frontenac, mais également le Lac Récente, qui sont des hybrides interspécifiques avec une très forte résistance au froid et qui sont dans le nord-est, dans la région des lacs, utilisés et avec succès. Un autre exemple, toujours dans la région des lacs, hérité d'un programme de création français par M. Vidal il y a quand même quelques décades, le Vidal, qui est un croisement uni-blanc par rayon d'or et qui est utilisé dans l'Ontario, principalement pour la production de vins de glace. Et puis, pour prendre un autre exemple sur un autre type de production, le jus de raisin ou les raisins de table, avec au Brésil des travaux menés par l'Embrapa, notamment le Niagara, comme on dit en anglais, qui est un croisement Concorde par Cassidy, qui est largement utilisé. Vous verrez tout à l'heure les surfaces au Brésil, qui reste encore largement majoritaire en hybride. Et puis plus récemment, l'Embrapa a dans le pipeline une nouvelle variété, plusieurs nouvelles variétés, j'en ai cité une. Peut-être que le nom Isis n'est pas forcément le mieux choisi, mais voilà cette variété qui est un raisin de table à Pyrène et qui est en cours de développement. Alors ça, c'est pas de la très bonne communication. Bon, c'est un croisement assez complexe dans lequel on retrouve dans la parenté notamment encore le Niagara.
Pour continuer et faire un saut dans le temps, pour parler de ce que je considère peut-être à tort comme la seconde génération des programmes de croisement développés à partir des années 70, où les équipes de recherche ont utilisé les caractéristiques, ça a été présenté hier, issues d'espèces certes américaines, mais aussi asiatiques, et notamment en Allemagne, j'ai cité ici des variétés qui ont été obtenues par l'Institut de Fribourg, comme le Bronner, le Solaris, et un peu plus récemment, le Souvigné gris ou le Prior, j'en reparlerai tout à l'heure. Et après les années 70, c'est Alain Bouquet, chercheur à l'INRA, qui a réussi la gageure d'arriver à croiser du vinifera avec l'espèce du sud-est des États-Unis, Muscadinière rotundifolia, puisque ces deux espèces ne comptent pas le même nombre de chromosomes, donc c'était assez difficile de les croiser. Ah, ça on verra à la fin. Oui, en effet, en France, si on regarde la photographie du vignoble, pour l'instant, notre winner, leader, on verra, c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Et ces travaux, à partir des premiers croisements, ont conduit à l'obtention de plusieurs générations, jusqu'à maintenant des BC6, avec à chaque génération utilisant des vinifera différents. Et il y a dans le pipeline des variétés qui sont expérimentées par l'INRA, et notamment le domaine expérimental de pêche rouge en Languedoc. Alors voilà, sur toute cette génération, une photographie, et je remercie Jean-Michel Boursicot de besogneusement collecter toutes ces informations. Voilà les surfaces en hybride dans différents pays. Alors tous ne sont pas mentionnés, et j'ai marqué en rouge les pays dans lesquels ces hybrides constituent encore des surfaces importantes. Et en bold, en gras, le Brésil, où la surface globale aujourd'hui est composée quand même encore à 2/3 d'hybrides. Pour la production, comme je vous l'ai dit, principalement de raisins de table et de jus de raisin. Alors voilà ce qui a conduit des raisons techniques, industrielles, de production, mais aussi stratégiques et peut-être aussi politiques, avec la production du jus de raisin, je viens de le dire, très importante au Brésil, une production de raisins de table encore présente au Brésil et aux États-Unis, la résistance au froid utilisée aux États-Unis et au Canada. Je suis désolé, je n'ai pas eu d'informations sur ce qui se faisait en Chine actuellement. Il semblerait qu'il y ait des travaux conduits à partir d'Amurensis, mais je n'ai pas eu d'informations. Et puis des utilisations plus spécifiques. J'ai parlé des vins de glace, et puis peut-être les vieux vignobles, ne le prenez pas comme péjoratif, mais c'est vrai que les pays d'Europe de l'Est ont encore dans leur portefeuille beaucoup de variétés hybrides. Alors, maintenant, si on fait encore un saut dans le temps, on arrive au début du XXIe siècle, et on va faire des programmes de croisement. Pour reprendre une expression chère à notre directeur général, on ne va plus le faire au doigt mouillé, mais en ayant vraiment une information scientifique qui nous permet de travailler de manière plus efficiente et en ayant la connaissance des traits, des QTL de résistance, et en pouvant donc les utiliser. Il y a une base de données qui est pilotée par le Guy Weilerhoff, qui est là, vous avez ici le site internet, où vous pouvez voir toutes les acquisitions récentes en matière de traits sur les caractéristiques de résistance. Et puis la séquence du génome en 2007, par une équipe italienne et un consortium également franco-italien, et puis tous les travaux petit à petit qui se mettent en place pour introgresser, pour pyramider, et avec un appui, la sélection assistée par marqueur qui permet, ce que je vous disais tout à l'heure, de gagner en rapidité, de gagner en efficience. Voilà, je vais présenter rapidement quelques programmes. Voilà le programme INRA-Resdur qui a été initié en 2000, qui enchaînait les travaux qu'avait conduit Alain Bouquet et qui a donné, pour l'instant, 3 générations, Resdur 1, 2 et 3. Et pour ce qui est avec chaque fois, en pyramidant. Et ce qui est important de noter, c'est que dans ce programme-là, la décision prise, la stratégie de l'INRA est de cumuler au moins 2 sources de résistance vis-à-vis du mildiou
et 2 sources de résistance vis-à-vis de l'oïdium. Et donc il y a 4 variétés dans le pipeline qui devraient être présentées prochainement à l'enregistrement. l'EJ58, vous avez les parentés en bas de la diapo. Une que vous dégusterez cet après-midi qui est l'EJ134, et 2 variétés blanches, pour l'instant le 2007, que vous ne dégusterez pas, et le 2011, ces 4 variétés seront présentées à l'inscription pour l'année prochaine, très certainement. Alors, un petit tour d'horizon. Encore une fois, il n'est pas exhaustif. Je remercie Marc Thomas du CSIRO de m'avoir envoyé des informations sur ce qui se faisait là-bas en Australie, où le CSIRO est le principal organisme, avec des recherches qui sont menées à la fois sur les variétés, mais aussi sur les variétés à raisin, avec 3 objectifs, le vin, le raisin de table, mais aussi les fruits secs, avec comme objectif, et ça a été dit tout à l'heure, la réduction des coûts, la qualité, l'adaptation au changement climatique et la durabilité. Donc sur la résistance, et là je parle des variétés à greffons, évidemment la résistance à l'oïdium et au mildiou. Les rendements, c'est une donnée importante actuellement. Hier, il y a 2 grappes qui ont été présentées. Je crois que c'est toi, Marcus, qui les a présentées. Je rejoins le vigneron qui a dit hier qu'il préférerait peut-être la grappe compacte et productive. C'est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui dans le monde viticole. La composition du fruit, la qualité, et puis l'adaptation aux conditions locales. Donc les sources de résistance, elles sont classiques, venues d'espèces américaines. Selon les espèces, elles amènent différents potentiels de résistance. Toujours les hybrides complexes historiques qui peuvent être recyclés, et puis des espèces asiatiques utilisées comme Vitis romanettii ou Vitis piaseschii. La stratégie, elle est assez classique, de l'hybridation première après une sélection assistée par marqueur. Il y a une expérimentation au champ qui vise à estimer la performance, la qualité des vins, et puis un tri dans cette population pour passer à une échelle certes petite, mais avec des compagnies intéressées pour mettre en place ces essais, jusqu'à l'étape numéro 5, qui est l'étape de commercialisation. Alors j'avais questionné Marc sur comment il voyait le développement de ces variétés. Plutôt, donc la question c'est comment les marketer. Donc vous voyez plutôt 2 propositions, soit mention d'étiquette ou pas, ou alors utilisation dans un blend, dans un assemblage. Et sur quel pas de temps ce matériel végétal pourrait être adopté? Pas simple. Soit on prend des risques, et là, il y a prise de risque, d'un risque économique, sur un pas de 10 à 20 ans, et si on fait ça en prenant des risques minimalistes, on est plutôt sur un pas de temps de 20 à 30 ans. Quelques programmes, et merci Bruce de m'avoir envoyé ces informations, sur ce qui se fait aux États-Unis. Donc, Bruce en a parlé rapidement, donc je vais peut-être passer, pas trop m'attarder. Des variétés comme Arendelle, qui a été inscrite en 2013, qui porte la résistance à l'oïdium Rennes 2, qui est aussi résistante au froid, variété avec un port érigé et donnant une bonne couleur avec des tanins plutôt souples. 2 autres variétés dont Bruce a parlé hier, qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium. Vous avez les QTL qui sont indiqués ici, RPV1, RN1 et RN2. Bon, cette variété est encore sous numéro. Et la suivante également qui a été évoquée hier, qui porte les mêmes sources de résistance et qui va être installée prochainement dans des essais au vignoble pour voir son adaptation et la qualité des vins produits. Et puis, puisqu'il n'y a pas que le milieu l'oïdium, dans certaines régions, il y a également la maladie de Pierce. Et je remercie Andy Walker de m'avoir envoyé quelques informations. La maladie de Pierce, c'est une bactérie, Xylella fastidiosa, et a été trouvée il y a quelques années, à partir sur l'espèce américaine Vitis arizonica, une source de résistance, PDR1, Pierce Disease Resistance 1. Et donc il y a quelques variétés dans le pipeline
qui sont issus de rétrocroisements. Vous voyez les pourcentages en petite syrah, c'est le Durif, hein, et en Cabernet Sauvignon, et quelques caractéristiques indiquées ici, comme plutôt une variété précoce, avec des grappes assez larges et des baies assez grosses et une grappe moyenne à large pour une production moyenne. Une autre variété qui, elle, a dans ses parentés du Zinfandel, du Durif, le Petite Syrah ou du Cabernet Sauvignon, qui est plutôt tardive et qui est plutôt faiblement à moyennement productive. Qu'est-ce que fait l'Université du Missouri? L'Université du Missouri travaille sur des descendants de Norton, qui est lié à Vitis estivalis, et donc a une F1 de croisement Norton par Cabernet Sauvignon, et qui va être mise à disposition prochainement pour la viticulture. J'avais questionné Xingfeng sur l'agenda de diffusion de ce matériel végétal à une échelle industrielle. Il me dit que c'est difficile à estimer. Qu'est-ce qui se fait dans le milieu, dans le secteur privé? Je remercie Peter Cousins et Nick Dokoslian de m'avoir enseigné. Il y a des travaux qui se mènent. Je cite ici Gallo au niveau des raisins de cuve, mais également le secteur privé pour le raisin de table, International Fruit Genetics. Donc c'est difficile pour eux d'estimer quand est-ce que ce matériel va être disponible, parce qu'on est dans un process d'amélioration continuelle, mais que, selon Peter, ce qui est important surtout, c'est la couleur, et c'est le problème de botrytis, donc la recherche de grappes qui soient plutôt lâches pour éviter les problèmes de botrytis ou de pourriture acide. En Afrique du Sud, qui est un pays qui a fait beaucoup de travaux en matière d'hybridation pour les raisins de table, il y a des travaux entrepris par l'ARC, mais qui, pour améliorer ces programmes de raisins de table, doit aussi intégrer des donneurs de résistance d'anciens hybrides, comme le Villard blanc, le Villard noir, le Chambourcin, et désormais aussi le Regent ou le Kishmish Vaktana, qui est un vinifera d'Ouzbékistan, je crois, qui est résistant. Et récemment, il y a un programme issu d'un croisement Villard blanc par Eglobe, recroisé par Kishmish Vatkana. Et Philippe Philipsberger me disait que récemment également, ils avaient entrepris des croisements à destination de la production de vin. En Nouvelle-Zélande, manifestement, il ne se fait pas grand-chose. Il n'y a pas de travaux spécifiques d'hybridation, si ce n'est, et c'est Nick Hoskins, qui est consultant qui travaille pour Riverside Nursery, qui m'a informé qu'il y avait des travaux visant à, de manière assez hasardeuse, à créer des stress chimiques pour susciter des mutations sur des populations de Sauvignon et Pinot Noir, qui sont, vous savez, les deux cépages principaux en Nouvelle-Zélande, mais pretty random and untargeted way, ça c'est la réflexion de Nick, donc je ne sais pas plus sur ce qui se passe là-bas. Au Chili, à ma connaissance, il n'y a pas de programme d'hybridation, mais selon Jarko Monereno de l'Université de Talca, il y a des travaux entrepris par l'INIA visant à développer la technique de génome editing, avec un objectif. Pour l'instant, c'est mettre en place la technique pour voir si elle était faisable et peut-être comme un premier focus, le botrytis. Alors en Europe, rapidement, le travail est conduit par des instituts publics, semi-publics, nous-mêmes avons mis un pied dedans, et des hybrideurs privés. J'ai cité ici en Allemagne, Geisenheim, le Julius Kühn Institut, le WBI, en Suisse l'Agroscope de Shenzhen, un hybrideur privé Valentin Blattner, en Italie des instituts de génomique appliquée, le CRA, en France l'INRA, l'IEV, l'Institut de Pécs en Hongrie et j'en oublie, avec une stratégie générale qui est le pyramidage. Et enfin, rapidement, oui, je suis celle-là, des programmes récents entrepris en France, parce que je vois que le temps passe, depuis deux ans, avec l'INRA et en partenariat avec les interprofessions françaises, vous les voyez mentionnés ici. Oui, ça reste lisible, avec une stratégie globale, croisée d'une part, ce que pour chaque région viticole on qualifie de cépage emblématique et historique, par un génotype résistant qui a au moins 2 QTL de résistance mildioïdium. Ces programmes ont commencé, ces programmes communs, comme on disait à l'époque, ont commencé en 2013-2014 et ça va durer pour des
inscription potentielle, pas avant sans doute 2028. Alors ce que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est que l'hybridation, le breeding a été beaucoup plus rapide pour l'industrie du raisin de table et jus du raisin que l'industrie du vin, que selon les pays, vous avez vu la maladie de Pierce en Californie, l'intérêt peut être variable parce que les conditions environnementales sont moindres. À l'État de Washington, il pleut 200 mm par an, même pas. Donc le mildiou, c'est peut-être pas un problème majeur. Mais quand même, tout le monde est plus ou moins investi dans ces programmes-là. Et en France, il y a une demande croissante de la part de la viticulture, avec évidemment, tout le monde le sait, des problèmes, des questions sanitaires et économiques, et un encouragement en France, notamment par les pouvoirs publics, pour adopter ces variétés, ou pour tout du moins y travailler dessus. Alors ça a été dit hier, les sources de résistance, c'est quand même un bien commun, Anne-Françoise, tu l'as dit, et certainement pas renouvelable. Donc quand même, nous avons une mission commune, c'est de veiller à les conserver. Et puis la nature ayant horreur du vide, on voit bien que certaines variétés dans le pipeline qui n'ont pas de QTL de résistance au black rot, si on diminue le suivi, notamment en oïdium, eh bien on a de l'apparition de black rot. Et donc l'idée étant que pour ces variétés, quand elles seront pré-développées ou développées, il y a un minimum de recommandations ou des recommandations pour des traitements minimums. Et puis tout à l'heure, Laurent Delire en parlera, la mise en place d'un observatoire de la durabilité des résistances me semble plus que nécessaire. Enfin, pour des variétés qui ne sont que des constructions dites run, ce qu'en France on appelle les variétés bouquets, l'idée qui commence à germer à l'INRA, c'est de les développer dans le cadre d'une dispersion limitée et contrôlée, d'abord pour les jus de raisin, et peut-être pour d'autres utilisations, ces variétés ayant Run 1, qui est un gène peut-être, et je peux me tromper, un peu plus précieux que les autres. J'espère offenser personne. Enfin, j'ai presque fini, Eric. L'OIV en 2013, et il me semble que ça a été évoqué, a pris une résolution visant à ce que tous les programmes qui désormais allaient être engagés le soient en utilisant le pyramidage et en veillant à mettre en œuvre des programmes avec plusieurs sources de résistance. Et que derrière, il y ait des programmes appropriés de traitement pour veiller à conserver ces sources de résistance. Après, pour livrer la réflexion et l'élargir, il y a des problèmes aussi de taxonomie, puisque ces variétés, il faut bien demander ou proposer ou décider si elles sont ou non des vinifera. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat parce que je pense qu'on ne serait pas tous d'accord. N'empêche que la réalité aujourd'hui pour les AOC au niveau européen, c'est que, alors, sorry, it is in French, they are exclusively produced from Vitis vinifera, 100%. Donc il y a un débat à mener, pourquoi pas essayer de faire évoluer cette réglementation à l'échelle européenne. Et j'ai presque fini. En France, depuis le mois de mai, il y a une ouverture créée à la possibilité de cultiver ces variétés nouvelles, ou pas forcément nouvelles, mais ces variétés nouvellement venues en France. DUS, c'est Distinctiveness, Uniformity and Stability, c'est la DHS, c'est ce qui permet de définir et d'identifier une variété. C'est fait ici en France dans la collection de référence, c'est le domaine de Vassal, mais il y a des DHS qui se font dans les pays de l'UE. Soit elle est faite et c'est 20 hectares par bassin, 10 bassins, 200 hectares, soit elle n'est pas faite, c'est 3 hectares max en France. Et il y a des demandes qui sont en train d'être évaluées et sur lesquelles le ministère de l'Agriculture devrait statuer. Il y en a plus de 25, j'en ai mentionné quelques-unes ici, le Souvigné gris, le Prior, le Monarque, le Divico, le Pinotin, le Sorelli, le Flirté. Donc ce matériel qui va sortir, est-ce qu'il faut le considérer comme transitionnel ? J'aurais tendance à dire oui, à l'utiliser peut-être dans des stratégies d'assemblage 85-15, mais quid du changement climatique ? Donc il va falloir bien travailler à voir comment ces variétés, pour le vigneron, vont s'adapter à leur région. Comment seront-elles adoptées par les consommateurs ? Je ne sais pas. Travailler également sur le long run, sur le long terme, exemple les programmes pour lesquels nous sommes partis pour 15 ans avec les interprofessions, et puis les nouvelles technologies à disposition, la sélection assistée par marqueur,
le séquençage au débit, le génome editing, c'est faisable, ça va être des OGM cachés ou pas. L'Union européenne est saisie de cet aspect-là. La viticulture ouvre donc une page blanche et il me semble important un point important qui me semble, je voudrais reprendre ce que Reinhard, tu as dit hier, c'est que nous avions peut-être l'opportunité de travailler tous ensemble pour établir des populations de pré-breeding, où on mettrait dans un pot commun toutes nos connaissances amont. Je pense que ça, c'est une excellente idée. Et puis, je pense que l'obligation que l'on a à rendre aux consommateurs, in fine, c'est la transparence. On a tout à y gagner. Et j'ai fini, j'ai débordé, et je remercie tous les gens qui ont bien voulu me fournir des informations. Et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas mentionnés. Merci.